On va terminer par un trio qui nous vient de Châlons, un LIFSI de Châlons, l'Institut de formation en soins infirmiers. Et donc j'appelle trois personnes, Pascal Loriot, Arnaud Barra et Frédéric Le Petit à me rejoindre ou à intervenir directement de là où ils sont. Nous allons intervenir. Bonjour. Nous sommes à plusieurs voix pour présenter la simulation en santé, qui est une pédagogie innovante dans le sens, mais ce n'est pas une création, puisque la simulation existe depuis, des décennies, notamment dans le monde de l'aviation. Simplement, ce qui est innovant, c'est de la rendre possible dans le milieu de la santé et aussi de gérer l'incertitude. C'est ça aussi les problématiques d'innovation. Donc nous sommes appuyés dans l'Institut de formation sur cette pédagogie qui est un moyen comme un autre de diversifier l'enseignement en soins infirmiers et aides-soignants. L'IFSI de Châlons, c'est un petit institut de 180 étudiants en soins infirmiers et de 30 aides-soignants. Donc nous avons, dans un contexte de difficulté, de stage pour nos étudiants, mis en place la simulation en santé pour créer un environnement virtuel, certes, mais au plus proche de la réalité, des apprenants. Donc, pour vous expliquer, en fait, on va plutôt vous faire une séance de simulation pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas forcément très intuitif. On l'a déjà présenté par des PowerPoint et c'était un petit peu compliqué. Juste pour compléter ce que vient de dire Madame Loriot, la simulation en santé, en fait, c'est l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient dit standardisé, c'est-à-dire qu'on fait aussi appel à des acteurs pour reproduire des situations, des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Effectivement, ça arrivait très tard, la simulation en santé, c'est-à-dire qu'on a vécu un vrai boom à la fin des années 90 et dans les années 2000 pour deux raisons. La première, c'était la politique de qualité et de sécurité des soins dans les établissements, puisqu'il y avait eu une étude aux États-Unis et une en France, et notamment aux États-Unis, qui faisait état de 98 000 morts par an dues aux erreurs médicales et qu'il fallait revoir complètement notre système de formation, et en France également, puisqu'il y avait eu toute une étude au niveau de l'Aquitaine. Donc progressivement, ça s'est imposé comme un modèle de formation dominant, et aussi grâce au progrès du numérique, de l'informatique, la technologie, qui ont permis aujourd'hui d'avoir des mannequins, comme on va vous présenter, qui peuvent respirer, qui peuvent avoir des pouls, une circulation, qu'on peut faire parler et autres. Donc c'est vraiment un simulateur qui permet l'environnement. Voilà, donc là ce que vous allez voir, c'est finalement Monsieur Martin Paul, un patient qui arrive aux urgences par ses propres moyens, et il consulte pour une douleur thoracique. Donc il est déjà sur le brancard, il est installé dans une salle d'urgence vitale, il est perfusé et il a un bilan sanguin qui a été piqué. Ce monsieur n'a pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux, et donc vous avez deux soignants, donc un étudiant infirmier de deuxième année et un formateur de l'IFSI de Chalon-sur-Saône qui vont le prendre en soin. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, vous avez ici un technicien formateur en simulation, pareil, qui va lancer en fait le scénario puisqu'il est piloté à distance de manière informatique pour envoyer tous les paramètres. Généralement, on est dans des salles complètement opposées, c'est-à-dire que pour permettre, j'ai beaucoup entendu ça ce matin, effectivement, on travaille sur l'authenticité du contexte pour favoriser l'immersion des apprenants. Donc généralement, ils sont dans une salle à part, c'est pour ça que c'est filmé. Et pendant ce temps, les autres étudiants visionnent, comme vous allez le faire, en fait, la situation qui est en train de se dérouler, pour aboutir au bout de 10 minutes après à un débriefing qui est au moins 3 fois le temps de la situation simulée, exactement sur les mêmes modalités que l'aéronautique. Pardon. Alors, il y a souvent des gags techniques, ça fait partie aussi du...
Ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que nous avons été soutenus dans notre projet depuis 2013 par le Conseil régional. Nous lui avons présenté notre projet pédagogique, financier et aussi de compétences. Et il nous a accompagnés jusqu'à maintenant dans ce projet, parce que le financement d'un mannequin ou du matériel audio-vidéo, c'est très très cher et ça nécessite beaucoup de maintenance et de compétences aussi quand le matériel ne fonctionne pas. Donc nous tenons vraiment à remercier le Conseil régional qui nous accompagne encore et sur ce projet. Je dirais que nos apprenants nous permettent aussi de faire de la recherche, puisque nous avons fait des recherches sur ce travail auprès de nos apprenants en formation, mais après, lorsque nos apprenants deviennent infirmiers, pour savoir si la simulation était un facteur, je dirais, de développement des compétences. Et ça aussi, il y a eu un travail de recherche dans le cadre d'un master en sciences de l'éducation. Donc, ce qui est important aussi quand on développe de l'innovation, des procédures pédagogiques innovantes, c'est de pouvoir aussi travailler sur ces aspects de développement en faisant de la recherche. C'est bon, ça peut démarrer. Merci. Donc vous voyez, le technicien en fait va faire parler le mannequin. Hein. Donc généralement, vous n'entendez pas l'opérateur puisqu'il est dans une salle à part. Donc il y a vraiment ce qui permet une interaction réelle avec le simulateur, puisque quand même l'objectif réel est quand même de travailler sur le raisonnement clinique et le jugement clinique. Donc aussi bien au niveau de l'oral que au niveau finalement dans la communication, que vous voyez que tous les paramètres vitaux. Puisque là, on voit que les professionnels sont en train de mettre le brassard à tension, la saturation en oxygène et de mesurer aussi le rythme cardiaque tout en se renseignant sur les antécédents du patient depuis quand il a sa douleur et autres, puisqu'il s'oriente sûrement. Ça, c'est quelque chose qu'on ira voir pendant le débriefing. À quoi ils pensaient à ce moment-là, quand ils étaient en train de raisonner cliniquement? Est-ce qu'ils pensaient déjà que le patient faisait une douleur thoracique? Donc vous voyez, le formateur est en train de lancer donc, les paramètres que vous pouvez voir sur le scope. Donc en fait, le scope, c'est-à-dire 77, c'est son rythme cardiaque et ces ondes, les ondes de votre cœur électrique. Nous avons la saturation en oxygène et en bas, en rouge, vous voyez, c'est la tension artérielle qui se prend. Donc en fait, suivant, on va pouvoir agir en fait, sur toutes les actions entreprises par les apprenants, suivant ce qu'ils ont injecté, suivant ce qu'ils vont mettre comme procédure. Nous, on pourra leur donner un feedback immédiat sur leurs actions, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment il y a deux concepts essentiels en simulation. La première, c'est de travailler sur l'authenticité du contexte. Alors, avec toutes les limites qu'on a ici, généralement, on refait ça. Donc, on a une chambre hospitalière ou une chambre d'urgence où on recrée un bloc opératoire. C'est-à-dire, vraiment, c'est important pour immerger nos apprenants d'avoir l'authenticité du contexte. Et puis la deuxième chose qui va marquer, qui va permettre le transfert des apprentissages en situation réelle, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage cognitif, c'est-à-dire c'est surtout le débriefing derrière, où on va aller réfléchir sur l'action entreprise par les apprenants. Et c'est un formidable outil, notamment en formation professionnelle, mais aussi en formation initiale. Ça a permis de faire travailler les équipes en fait, différentes, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, autour des problématiques de communication en situation critique, comme on a ici.
Donc là, on voit que le patient en fait, est en train de se dégrader. Hein. Voilà, donc il se plaint, ça sert. Hein, donc on va inventorier après avec nos apprenants le pourquoi. Donc là, on voit que effectivement le patient ne répond plus. Hein. Donc c'est des situations très réelles. Hein. On en parlera après. Hein. On est tous des professionnels de santé ayant travaillé dans ce type de service. Donc il faut aussi que le scénario soit réel, hein, pour qu'on y croie et que l'apprenant soit immergé. Donc effectivement, vous voyez, on va avoir le scope, hein, le tracé se met à 0, c'est-à-dire que le patient, alors dans notre jargon, c'est-à-dire passe en fibrillation, hein, ce qui est très fréquent suite à une douleur thoracique, malheureusement. Hein, donc, c'est-à-dire que le patient est en train de faire un infarctus massif. Et donc, c'est-à-dire que l'équipe est obligée de débuter les manœuvres de réanimation. Donc, de la même façon, vous voyez, on a tout le matériel réel. Ce qu'on injecte, c'est les vrais médicaments. Et là, on a des DSA, c'est-à-dire des défibrillateurs semi-automatiques de formation qui sont là posés sur le patient, effectivement, pour relancer une activité électrique cardiaque. Alors, ce qui est important d'habitude, d'habitude je ne parle pas, ce qu'on regarde aussi, c'est comment s'organisent finalement les deux apprenants au niveau de la salle. Qui a pris le leadership dans la réanimation, qui a suivi, comment ils se sont organisés, où était leur matériel, comment ils ont préparé. C'est-à-dire on va inventorier le débriefing dure en moyenne plus d'1 heure, hein, derrière, sur à peine 10 minutes de situation, puisqu'on a différents objectifs pédagogiques avec eux à inventorier. 2 minutes. Alors, la dernière chose aussi qui est importante, vous voyez, on ne meurt pas en simulation, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, non, mais c'est une question qui est assez intéressante au niveau éthique, puisqu'en fait, à la base, c'est des situations de manière didactique qui sont travaillées pour devenir des situations de formation. Donc, le décès serait plutôt vécu comme un échec. Hein. Là, effectivement, on a par moment, on vit des choses assez délicates en simulation, hein, notamment quand vous mettez des équipes qui sont expérimentées et qu'on met dans le simulateur et qui à un moment donné font une erreur diagnostique, une erreur procédure et autres. C'est difficile derrière dans le débriefing, hein, de valoriser parce qu'il y a toujours des choses à valoriser, mais voilà, on arrête, il y a des facilitateurs. Le principe est d'autant plus des étudiants infirmiers, hein, qu'on ne doit pas mettre en échec, c'est pas le but recherché de l'outil. Et notamment quand on utilise d'ailleurs des patients simulés, c'est-à-dire des acteurs, hein, où des fois on a aussi une émotion qui est encore plus importante qu'avec le mannequin, et vraiment le débriefing derrière doit passer un peu plus de temps dans tout ce qui est le registre des émotions vécues pendant la situation. J'ai fait un travail de recherche, moi, sur en fait l'analogie cognitive, hein, c'est-à-dire sur des gens qui avaient fait de la simulation pendant leurs 3 ans d'études et qui étaient en poste depuis 1 an. C'est hyper surprenant dans les résultats, comme les séances de simulation les ont marqués profondément et qui reproduisent des situations en fait par analogie du vécu. Hein. Je vais vous proposer de terminer. Vous voyez, on voit que du coup la réanimation a marché. Donc voilà, c'est fini. Donc là, c'est une belle histoire. La séance s'arrête et donc on va débriefer pendant 1 heure sur la séance. Voilà. Et vous pouvez vous rendre sur le site tout à l'heure à l'issue des présentations. Merci. Les questions que je vous propose, peut-être comme leur tourne, peut-être que vous les évoquiez directement en face à face. Ils sont présents encore pendant pas mal de temps.
Voilà, donc les séances de présentation sont à peu près terminées. Le forum va débuter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, le temps nécessaire. Hein. Je pense que c'est bien de s'immerger dans tout ça. Je vais passer la parole à Amélie De Sol pour effectivement la partie qui concerne l'évaluation de la journée. Il m'a été demandé effectivement, il y a quand même un préalable, c'est que vous soyez inscrit. Je pense que vous allez le faire. Et puis après, effectivement, faire remonter ça. Je vais lui passer la parole. Et puis, notre matinée sera clôturée par la vice-présidente du conseil régional qui avait lancé cette matinée. Je voudrais faire un petit message à titre un peu personnel, parce que de temps en temps, on peut peut-être se l'attribuer. Donc, je voudrais aussi vraiment signaler que cette œuvre, c'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective et on a eu vraiment plaisir. Ça, son flagornerie, à travailler avec les services du conseil régional, avec le pôle formation, avec Nadir, avec Séverine, bon, on ne va pas tous les citer parce qu'on en oublie toujours, pour effectivement construire cette matinée. Et puis peut-être plus au niveau de l'AER, dire quand même que, parce que je les vois tous les matins, je les vois tous les jours, donc peut-être remercier l'équipe, remercier Amélie, remercier Jordan, remercier Céline, remercier ceux qui ont élaboré les supports de communication au sens large, parce que je crois que sans ces ressources-là, cette journée n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose que collectivement, on les remercie, si vous voulez bien.